à son micro. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois que vous êtes invité seul. Vous étiez là pour le débat, vous vous souvenez, il y a un an, pour la primaire écolo. Première fois que vous êtes invité donc seul dans Questions politiques. On va aller ensemble et on y tient dans le fond des sujets, notamment sur l'environnement. Par moment, vous dites pourquoi c'est cette stratégie d'ailleurs, et est-ce que par moment ça vous met pas proprement en difficulté? Mais c'est pas moi qui polarise le débat. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a un problème écologique majeur et qu'on a besoin d'une radicalité, qu'on a besoin d'une fermeté écologique. Là, maintenant, c'est pas moi qui le dis. Enfin, moi, je le transmets dans la sphère politique, mais ce sont tous les scientifiques qui le disent. Tous les scientifiques. Et vraiment, je rappelle quand même que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est pire que toutes les prévisions qui avaient été faites. Et par ailleurs, je dis qu'on ne peut pas envisager ce problème à la hauteur de ce qu'il est sans prendre en compte la question de l'égalité, de la structure sociale, de la hiérarchie sociale, et qu'en fait ça n'est pas, on ne résoudra pas le réchauffement climatique par uniquement l'innovation technologique. Il nous faudra aussi revoir profondément notre structure sociale. Et c'est ça qui dérange. Et ce que j'ai en face de moi, ce sont des gens qui bénéficient aussi beaucoup de cette structure sociale, qui ont très peur de perdre, et je leur dis calmons-nous, regardons l'avenir sereinement, parce que là, on a absolument besoin de se mettre autour d'une table et de discuter. Alors justement, on va avoir le temps de rentrer dans le vif du sujet, dans la profondeur des enjeux, notamment sur la transition vers un nouveau modèle de société. La COP27, on est en plein dedans, elle est à mi-chemin, on est dimanche, ça a commencé dimanche dernier, ça finit dans une semaine. On va revenir sur le bilan que vous accordez à cette COP27, mais une question très précise pour ouvrir cette séquence. Ce matin, le Mozambique, l'un des pays les plus pauvres du monde, a annoncé ses premières exportations de gaz naturel liquéfié. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour ce pays très pauvre ? Non, mais ça pose toute la question. On va avoir la même chose en Afrique du Sud où il y a un nouveau gisement qui va être exploité. On a la même chose avec le projet ICOP de Total qui est absolument scandaleux, d'Ouganda en Tanzanie. Bon. Bon, tout cela, en fait, pose la question suivante. C'est dans les pays qui ont des ressources, que fait la communauté internationale pour qu'ils n'utilisent pas ces ressources? La réponse aujourd'hui est non seulement rien, mais en plus nous les incitons à utiliser ces ressources, puisque je rappelle que Total est une des entreprises qui favorise le plus ce type de gisement et d'exploitation, et qui s'enrichit le plus à détruire la planète dans d'autres pays que la France. Donc ce que je veux dire par là, c'est que là on a un défi, et c'est un défi qui est majeur. Comment on laisse le pétrole dans le sol? Comment on laisse le gaz dans le sol? Et ça n'est pas un petit défi, et c'est pour cela que aujourd'hui aucun pays dans le monde et aucun politique, j'ai envie de dire, n'a pris la mesure de l'effort qu'il y avait à faire. Vous parliez tout à l'heure de la note de Pisani-Ferry. Aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout à la hauteur des investissements qui seraient nécessaires. Et oui, ça va changer structurellement notre système économique. Oui, ça va changer structurellement notre système social. Mais la contrepartie de cela, c'est que du coup, on a un avenir qui est plus serein. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps pour assurer cette transformation, cette transition, elle va durer. Le problème, c'est que là, pour rester en deçà des 1,5, parce que je rappelle toujours cet ordre de grandeur, c'est qu'on est à plus 1,1, entre 1,1 et 1,2 aujourd'hui. Il faut toujours préciser, parce que pour les gens, c'est pas forcément très clair, par rapport à l'ère pré-industrielle. Par rapport à l'ère pré-industrielle. On est à, mettons, 1,1. Quoi qu'il se passe raison de dire mettons, parce qu'il y a quand même, tous les pays ne mesurent pas strictement et bien. Non, en moyenne, oui, en moyenne et selon les estimations. Aujourd'hui, tous les scientifiques disent que la probabilité que nous restions en deçà de 1,5 degré est faible. Est faible. Là, on a vu l'été que nous avons passé avec la canicule, les incendies, les sécheresses. Ça veut dire que quoi qu'il se passe aujourd'hui, quoi qu'il se passe, de toute façon, nous aggravons la situation d'au moins 50%. Et quand je dis ça, c'est un peu faux, parce que ça n'est pas parce qu'on augmente jusqu'à 1,5 que les effets sont proportionnels. Mais là, il nous faut vraiment agir dans un délai extrêmement rapide pour rester en dessous de 1,5. Les scientifiques estiment qu'il y a des points de bascule sur la planète. Alors, il y en aurait 16 majeurs, et que aujourd'hui, on a atteint ou dépassé 5 de ces points de bascule.
Par exemple, l'Amazonie. Si l'Amazonie n'a plus est suffisamment détruite, et on voit que tous les investisseurs augmentent la destruction de l'Amazonie depuis que Bolsonaro a perdu les élections et que Lula a gagné. Si l'Amazonie est trop petite pour assurer sa propre régulation, alors elle va se transformer en savane, c'est le poumon vert de la planète, et on va aller vers quelque chose qui aggravera de manière mécanique le réchauffement climatique. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a effectivement énorme urgence à agir. Il y a les lanceurs d'alerte qui sont les écologistes qui le font depuis des années, mais on voit aussi que ça ne bouge pas autant qu'il faudrait. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode? C'est-à-dire, le problème est tellement vaste que est-ce qu'il ne faut pas, au fond, acter les petits pas pour dire il y a quand même un chemin, plutôt que d'être là en disant non, ça ne va pas parce que c'est pas suffisant. Mais on n'est plus dans l'heure des petits pas, j'aimerais qu'on y soit, c'est question subsidiaire, on est en pleine COP27. Oui. Est-ce que vous considérez que c'est inutile ce genre d'événement et que c'est ailleurs que doit se jouer la question de cette grande transition que vous appelez de vos voeux? De fait, la COP27 aujourd'hui ne parvient pas à prendre des décisions majeures. La COP, il y a des signaux quand même. Il y a Biden qui dit je vais respecter mes engagements, il faut faire davantage pour les pays qui ont besoin d'aide. Il y a les dégâts irréversibles qui ont été et puis il y a Emmanuel Macron qui annonce de manière solennelle comme ça le plantage d'1 milliard d'arbres. Très bien. C'était avant la COP27, ça. Ouais, mais moi je vous dis, il y a plus 25% dans cette COP27 là. Il y a plus 27% d'entreprises représentant les énergies fossiles par rapport à la dernière. On a augmenté d'1/4 la présence des énergies fossiles et on met la société civile à l'écart. Et on met la société civile à l'écart. Et on met la société civile à l'écart. Donc en fait là, vous voyez bien que ce qui se joue actuellement, c'est une espèce de tectonique des plaques économiques entre ceux qui ont le pouvoir, qui détruisent et qui tirent du profit de la destruction de la planète, et une société civile qui peine à faire entendre. Oui, mais ça c'est trop, en fait c'est trop caricatural, parce que derrière les énergies fossiles, non mais vous avez quand même des gens qui se chauffent au fioul et qui vont avoir beaucoup de mal à se chauffer autrement. Oui, mais... Donc si les énergies fossiles reviennent peut-être en force, c'est parce qu'il y a une crise énergétique. Donc comment vous, dans vos raisonnements, vous essayez d'intégrer le fait qu'on est en pleine contradiction entre des demandes, voilà, et qu'il y a en plus aussi un électorat populaire auquel il faut faire très attention. Et l'erreur que vous faites dans votre raisonnement, et pardon de le poser comme ça, c'est que pourquoi les gens se chauffent au fioul? Et en effet, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dépendantes du fioul, qui sont dépendantes du gaz. Pourquoi? Parce qu'il nous a manqué, et il nous manque les politiques publiques nous permettant la transformation. Aujourd'hui, tout ce que fait le gouvernement et son plan de sobriété en est vraiment l'illustration la plus brillante, c'est de renvoyer à des gestes individuels. Baisser le chauffage à 19 degrés, baisser la clim. Et ce qui nous manque, c'est l'outil de l'État, des politiques publiques, pour aller vers une isolation très massive des bâtiments. Et on a vu le psychodrame qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Nous avions voté. Parce que c'est pareil. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas, que le paysage politique français était immature face au dérèglement climatique. Nous l'avons voté à la majorité dans l'Assemblée nationale, cet amendement de 7 milliards, puis de 5 milliards sur la rénovation énergétique des bâtiments, qui était porté par Eva Sass et une collègue socialiste. Nous l'avons voté. Mais ça coûtait 12 milliards. Ça coûtait 12 milliards à rajouter au budget de l'an prochain. Oui, là, tous les moyens de l'État devraient être aujourd'hui consacrés à la diminution des émissions de CO2, à l'atténuation du dérèglement climatique et à l'adaptation, ce qui n'est pas le cas. Ce qui veut dire qu'on devrait investir, par exemple, très massivement dans l'ensemble des services publics, notamment le train, ce qui manque cruellement aujourd'hui. Pardonnez-moi, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à considérer que le problème est mondial, mais à dire que la COP27 n'a pas de solution, alors que demain, quand il y a quand même une rencontre de Joe Biden et Xi Jinping, qui sont les deux plus gros pollueurs du monde, et en revenant à des questions françaises, alors que si demain même la France arrêtait totalement de consommer, ça ne changerait malheureusement rien aux trajectoires du GIEC. Alors déjà, ça n'est pas totalement vrai, parce que la France a une empreinte écologique, et que si on regarde son histoire d'empreinte écologique, elle est importante, elle est entre 7 et 8% des émissions de carbone mondiales. Mais par ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a la COP27 aujourd'hui, il y a eu la COP21. Dans la COP21, ça a été
le premier moment où tous les pays se sont mis d'accord pour obtenir un accord. Et c'était historique. Ce qui a manqué dans cette COP21, et les écologistes déjà l'avaient pointé à l'époque, c'est le fait qu'il n'y ait pas de système de contrôle et de sanctions pour les pays qui ne respecteraient pas cet accord. Et il avait été noté aussi dans le cadre de la COP21 qu'en fait ça n'était qu'un premier pas et que les COP suivantes devaient augmenter les objectifs et l'exigence de réduction des émissions de CO2. Rien n'a été fait de cela. Donc en fait aujourd'hui, la COP27 ne peut pas être efficace puisque aucun des pays n'a la volonté majeure, importante, chevillée à la politique intérieure de faire cette transformation. Si Emmanuel Macron était arrivé à la COP27 en disant voilà ce que j'ai fait, pas voilà ce que je veux faire, voilà ce que j'ai fait, eh bien peut-être que nous aurions eu une forme de leadership sur cette COP27. Vous pensez que ça aurait changé quelque chose? Mais bien sûr, aujourd'hui on est dans un jeu qui ressemble à ce jeu des enfants qui est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Mais il n'y a pas de ça qui sera la transformation. Pas que ça. Très précis. On a beaucoup entendu parler ces dernières semaines, par exemple, des voitures électriques. Est-ce que, raisonnablement, on peut réussir à aller plus vite que le calendrier qui a été proposé? Je crois que c'est 2035 où effectivement il faut qu'on soit passé à l'électrique. Est-ce que, raisonnablement, on peut, demain, après-demain, enfin, en 2024, tous rouler à l'électrique? Et déjà, peut-être qu'on aurait dû le faire en avance. Est-ce que c'est sûr? Oui, mais à partir du moment où ça n'a pas été fait. On aurait dû le faire en avance. Je le note quand même, je le pose, permettez, on aurait dû le faire. Les rapports de la situation actuelle étaient déjà connus depuis 1970, 71, le Club de Rome, donc on aurait dû le faire. On ne l'a pas fait, aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas imaginer, et ça, je sais que quand je dis ça par exemple, ça va susciter beaucoup de commentaires, mais on ne peut pas continuer à avoir des voitures électriques qui remplaceraient les voitures thermiques actuelles sur le même modèle de déplacement, avec le même modèle de voiture individuelle. Cela n'est pas possible. Ça bouge plus, ça veut dire c'est quoi? À quoi non, ça veut dire qu'on travaille la question de l'électrique en le mettant dans la question des mobilités. Comment on fait en sorte que les personnes aient moins besoin de mobilité contrainte? C'est-à-dire comment on diminue la part des mobilités, comment on investit massivement dans des transports décarbonés sur l'ensemble du territoire français. Mais là, ce plan-là, il prend combien de temps à ficeler, à mettre en place? Mais on peut le faire très rapidement. Là, aujourd'hui, par exemple, dans le psychodrame qu'il y avait eu sur la rénovation thermique des logements, il y en a eu un autre sur la rénovation du rail et des infrastructures ferroviaires, le développement du train de nuit. L'Espagne et l'Allemagne ont pris des mesures très fortes pour inciter les personnes à prendre les transports en commun. Nous n'avons pas mis le moindre euro au niveau de l'État sur le développement de ces transports. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, les gens qui font face à l'augmentation du prix de leur plein voient la transformation écologique d'un bon œil? Ce qui nous manque, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont des politiques publiques de transformation. Et aujourd'hui, je le dis, il nous faudrait un effort qui soit du niveau de l'effort de guerre pour transformer totalement et radicalement notre Mais est-ce que vous ne notez pas quand même société et notre économie? Bon, quand Elisabeth Borne dit je vais faire de la planification écologique, quand Jean Pisani-Ferry sort son rapport, quand on parle de sobriété, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y a un progrès dans la prise de conscience et dans les premières décisions? Est-ce que vous n'actez pas au moins un petit progrès? Je n'estime pas que baisser le chauffage à 19 ou éteindre les stades une demi-heure soit un progrès. Je pense qu'en regard du défi immense qui est face à nous, immense, je rappelle que toutes les prévisions disent par exemple qu'il y aura près de 230 millions de personnes réfugiées suite au dérèglement climatique. Face aux défis immenses qui sont les nôtres, ça n'est pas d'éteindre les stades une demi-heure à l'avance qui nous fera nous sortir du problème. Mais pas en prise de conscience. Mais non. C'est trop tard déjà. Non, parce qu'en fait, en fait, pourquoi je dis non? Parce que dès lors qu'on est dans des petits pas comme éteindre les stades, je reprends cet exemple, eh bien, on est dans quelque chose où on se donne bonne conscience, mais on ne prend pas le problème à bras le corps.
Et aujourd'hui, on ne doit pas se donner bonne conscience, on doit avoir un objectif de résultat. On doit observer et acter la baisse des émissions de carbone. Massivement. 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 La recherche. Moi, j'ai fait de la recherche. J'ai publié des articles, on était nombreux et nombreuses à publier des articles, il ne s'est rien passé. Les jeunes ont manifesté tous les vendredis pendant toute l'année, les marches pour le climat, il ne s'est rien passé. Greta Thunberg a crié et a posé son cri de colère dans la COP, je crois que c'était la 26, il ne s'est rien passé. Comment on fait pour bouger les consciences? Aujourd'hui, je pense qu'il faut réveiller une espèce de société civile qui est inquiète de la situation. Et c'est grâce à cela qu'on aura le levier sur les entreprises. Le risque, excusez-moi, le risque, c'est quand même une polarisation extrême de l'opinion. Là, Sainte-Soline, c'est très intéressant. C'est en choc avec les agriculteurs aussi, qui peuvent aussi plaider qu'ils ont besoin d'un temps pour s'adapter. Est-ce que c'est pas plus efficace de se mettre autour d'une table et d'essayer de voir comment, sur ces réserves d'eau, il y a une solution à trouver ensemble? De faire une convention citoyenne pour le climat qui ne se traduit pas dans la loi, de faire un grand débat national qui ne donne rien. C'est ça que vous proposez? Donc ça a déjà été fait. Ça passe par un Grenelle de l'environnement qui a déjà été fait. Tout ça a déjà été fait. Donc ça passe par plus de radicalité? Non, ça passe par le fait que là maintenant il faut éveiller les consciences à un point tel que les personnes bougent leur quotidien et qu'ils demandent à l'État d'intervenir. Maintenant il faut éveiller les consciences à un point tel que les personnes bougent leur quotidien et qu'ils demandent à l'État d'intervenir. Maintenant, il faut éveiller les consciences à un point tel que les personnes bougent leur quotidien et qu'ils demandent à l'État d'intervenir. Maintenant, il faut éveiller les consciences à un point tel que les personnes bougent leur quotidien et qu'ils demandent à l'État d'intervenir.